Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ce qu'on fait après le déconfinement, comment va se passer, comment risque de se comporter l'immobilier après le déconfinement et surtout qu'est-ce qu'on fait en fait tout simplement, comment ça va se passer pour la location courte durée, comment ça va se passer pour l'IMO en général et quelles sont les meilleures stratégies, les meilleures techniques en fait pour pouvoir tout simplement bien profiter au maximum de cet après-confinement. Allez, c'est parti! Alors, juste avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je te mets aussi un lien vers les prochaines formations offertes que l'on réalise. Tu as juste besoin de cliquer, réserver un créneau et on est présent avec toi pour répondre à tes questions, etc. etc. Ça y est, le 11 mai, apparemment, si rien ne bouge par rapport au moment où je fais cette vidéo, normalement on va commencer à être déconfiné. Alors je suis pas partisan de beaucoup regarder les médias, donc je t'avoue que juste avant la vidéo j'ai regardé un petit peu plus en détail, mais sinon j'ai pas regardé une seule fois la télévision depuis le début de ce confinement et en plus j'ai lu à peu près 2 fois des news pour préparer réellement des vidéos. Je regarde pas mal de choses au niveau économique parce que il y a des choses qui m'intéressent vraiment, mais en tout cas pour tu vois tout ce qui est réellement discours de l'État, j'ai un petit peu plus de mal à suivre tout ça. Je me dis que de toute façon on verra comment ça se passe, mais là c'est super intéressant parce que c'est réellement le déconfinement, donc c'est réellement un moment où il va y avoir des opportunités, des choses éventuellement à faire et surtout savoir comment ça va redémarrer. Et pour moi c'est ça la grande question, c'est comment ça va redémarrer, parce qu'aujourd'hui il faut bien comprendre que la France entière est confinée, les autres pays au monde, il y a à peu près 3 milliards de personnes aujourd'hui qui sont confinées, donc ça veut dire que toute la planète n'est pas confinée quand on donne ce genre de choses, mais en tout cas, tu as au moins la moitié de l'économie mondiale qui est confinée et puis plein de choses qui tournent au ralenti parce qu'en fait finalement c'est les plus gros consommateurs du monde que sont les États-Unis, que sont, alors eux c'est en partie, que sont l'Europe, etc. qui sont confinés à aujourd'hui. Donc là en France, on va vraiment se focaliser sur la France dans cette vidéo. Le 11 mai, on va déconfiner. Mais en réalité, on n'a pas toutes les modalités, mais théoriquement, tout le monde devrait être déconfiné, mais il devrait y avoir des choses qui soient pas encore ouvertes ni remises en route. Notamment, je pense aux restaurants, je pense aussi aux hôtels. Voilà, ça c'est des choses qui sont sûres, c'est des choses qui ne seront pas rouvertes. En fait, je pense que le but du gouvernement, c'est d'éviter que les gens bougent trop d'un coup. Parce que, je sais pas si tu te rends compte, mais moi je pense que j'ai eu cet effet-là, donc je pense que ça a dû te le faire aussi. C'est le fait d'être confiné, le fait d'être empêché de bouger. En plus, moi j'adore voyager. Si tu me suis un petit peu sur Instagram ou autre, tu dois voir que voilà, je bouge très régulièrement, il n'y a pas un mois où je pars pas au moins 2 ou 3 fois à un endroit ou à un autre. Donc là c'est vrai qu'être resté comme ça pendant un moment, c'est pas grave, tu vois, ça faisait partie du truc, mais par contre évidemment j'ai envie de bouger. Après le 11 mai j'ai envie de bouger et théoriquement là, du fait que les hôtels soient fermés, etc., l'État va plutôt empêcher les gens de bouger. Donc ce qui se passe, c'est que le 11 mai, on va avoir finalement pas une reprise pour moi, tu vois, complète de l'activité, pas une reprise complète en fait de l'économie en France, mais une reprise qui va être seulement partielle. Ce que ça va impliquer, c'est tout simplement que du coup, on va pas avoir des mouvements de population qui étaient les mêmes qu'auparavant. Donc, pour parler d'abord de la location courte durée, on va avoir un effet qui au premier abord pourrait penser être « Ah mince, le déconfinement arrive ». On a déjà loué moins cher pendant la période de confinement parce qu'il y avait tout un tas de clients qu'on n'avait pas d'habitude. On avait des clientèles ou professionnelles qui avaient absolument besoin de se déplacer ou des clientèles type de personnes qui venaient voir des proches parce qu'ils avaient des proches dont ils devaient être là parce qu'il y avait des besoins particuliers, parce que c'est des personnes âgées, des choses comme ça. Donc on avait ces typologies de clients là qui étaient là, mais on n'avait pas tout ce qui était touristes, tout ce qui était en général les commerciaux qui se déplacent, les gens qui viennent faire des chantiers loin, etc. Donc forcément, là, on a loué
moins cher. La moyenne, on a fait une moyenne parmi les personnes qu'on a interrogées et qui sont loueurs en courte durée, la moyenne c'est 55% de chiffre d'affaires qui ont été perdus. Alors ce qui est très rassurant, c'est que malgré ces 55% de chiffre d'affaires, pour la plupart des personnes qui ont pu accueillir du monde, eh bien les chiffres d'affaires étaient bien plus élevés que s'ils avaient loué à l'année. Donc finalement, même là, pendant ce confinement, la LCD, c'était loin d'être mort comme beaucoup l'ont dit et c'était même plutôt positif. Donc l'après-confinement, moi je pense qu'on risque d'avoir un effet d'aubaine en fait qui se passe sur la location courte durée parce que tu as dû l'entendre juste avant, je l'ai dit, les hôtels ne vont pas avoir le droit de rouvrir. Donc on risque d'avoir, mais pour l'instant il n'y a rien du tout, peut-être des arrêtés préfectoraux par rapport à la location courte durée, un petit peu comme ça a été mis en place si tu es peut-être dans une région où ça a été mis en place, moi c'est le cas. Il y a des arrêtés préfectoraux qui sont sortis en fait qui ont empêché qu'on loue des Airbnb à des personnes qui partaient en vacances. Mais il y avait bien précisé, en tout cas sur tous ceux que j'ai eu sous les yeux, peut-être qu'il y en a eu qui ont été un petit peu différents, mais en tout cas tous ceux qu'on a eu dans les yeux, sous les yeux à travers les différents membres qu'on a, eh bien c'était des arrêtés préfectoraux qui interdisaient en fait les vacanciers, mais par contre qui autorisaient justement les personnes à qui on a plus ou moins loué à ce moment-là. Donc concrètement, on risque d'avoir ce genre de choses, mais ça veut dire que bien ça va repartir, ça va recommencer à partir du 11 mai et ça risque de recommencer encore beaucoup plus fort qu'attendu puisque les hôtels ne vont pas être ouverts et nous on va être ouverts. Donc ça c'est vraiment un premier point très positif. Après le 11 mai, j'en suis sûr, on va avoir vraiment des très bons chiffres. Ensuite la deuxième chose c'est qu'est-ce que le marché de l'immobilier va faire? Ça c'est une question que tout le monde se pose et il faut bien comprendre que c'est vraiment particulier ce qui vient de se passer. C'est que là en fait l'économie était à l'arrêt, mais en réalité, le marché immobilier a été à l'arrêt, mais il n'a pas été à l'arrêt parce que, je sais pas, il y avait une problématique particulière pour les gens qui ne pouvaient pas emprunter ou qui pouvaient pas. Non, il a été à l'arrêt parce qu'on était confiné, parce qu'on ne pouvait pas visiter. Parce que si tu veux acheter un bien immobilier, c'est très très rare qu'il y ait des biens immobiliers qui soient achetés en dehors de visiter. Quand on ne visite pas, on n'achète pas. En plus, ce qui fait le gros du marché immobilier aujourd'hui en France, c'est la résidence principale. Et la résidence principale, tu ne vas pas aller acheter une résidence principale si tu ne la visites pas. Donc, il y a eu très très peu de transactions. Le peu de transactions qu'il y a eu, c'est uniquement des transactions qui étaient des choses qui étaient prévues, qui étaient déjà dans les tuyaux depuis longtemps. Mais il y a beaucoup de nouvelles transactions en fait qui sont à arriver. Et également des choses qui étaient en cours de signature chez le notaire où les gens n'ont pas pu faire leur démarche auprès des banques et donc ils vont pouvoir aller les faire. Alors d'ailleurs, si tu veux savoir un petit peu, c'était en compromis, j'avais déjà fait une vidéo, si tu l'as pas vue, je vais te le remettre avec le petit i comme info, une vidéo dans laquelle j'explique en fait réellement comment ça se passe en fait si tu es en compromis à aujourd'hui. Est-ce que l'immobilier va baisser? Eh bien, moi je vais te dire, je suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal. Si on se base un petit peu sur des chiffres qu'on a eu il y a quelques années par rapport à d'autres crises par exemple, on a eu par exemple en 2008, eh bien une baisse de l'immobilier. Par contre, elle n'est pas intervenue juste après, elle est intervenue en gros, c'était 8, 9 mois, 1 an après, les prix ont baissé. Il y a deux notions en fait qu'il faut que tu comprennes, même trois notions en fait importantes. La première notion, c'est que du coup, il n'y a rien qui indique qu'on va baisser là dans les semaines à venir. Il n'y a rien qui indique qu'on va baisser dans les mois à venir, ni dans l'année à venir. Pourquoi? Parce que tu as deux possibilités. Soit il y a moins d'acheteurs sur le marché pour diverses raisons. Et là, effectivement, on peut se retrouver avec une baisse de l'immobilier parce que s'il y a moins d'acheteurs et tout autant de vendeurs, on peut avoir une baisse de l'immobilier. Mais tu peux avoir aussi un autre effet inverse, que des gens aient par exemple peur parce qu'il y a une crise économique qui arrive derrière et que cette crise économique, elle affecte par exemple la valeur de la monnaie et qui se disent j'ai peur à la valeur de ma monnaie, donc j'investis dans l'immobilier. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé également en 2008, c'est-à-dire que finalement la baisse, elle a été pas très longue et très rapidement en fait l'immobilier est remonté parce que tu as plein de gens comme ça qui sont arrivés sur le marché qui n'étaient pas forcément acheteurs d'IMO de base et qui sont venus acheter, mettre leur argent plutôt dans l'immobilier plutôt que les laisser en fait sur des comptes bancaires. Donc ça, c'est vraiment un effet qui peut arriver aussi. Donc tu vois, le fait de se dire absolument oui ça va baisser, c'est impossible en fait de le savoir. Et tu as une deuxième notion, c'est qu'en France, on n'a pas un marché immobilier, mais des marchés immobiliers. Bien souvent, on prend les prix de manière nationale. Tu sais, on dit, il y a eu une baisse de 2%, de 5%, de 10% au niveau national. Mais en 2008, tu as des endroits qui ont baissé,
qui ont beaucoup baissé, mais tu as aussi des endroits qui n'ont pas spécialement baissé. Moi, je sais que j'avais fait une excellente affaire en 2009 sur une résidence principale que j'ai revendue par la suite. J'avais très bien acheté à ce moment-là, mais j'ai vu plein de gens dans les mêmes années acheter des biens à ce moment-là et puis pas forcément être très bien en 2010 ou 2011. Alors c'était peut-être aussi le fait qu'il l'avait pas très bien acheté à ce moment-là parce qu'il avait acheté un peu au coup de cœur, donc ça c'est une autre notion. Mais en tout cas, je veux dire, c'est pas parce que les gens ont acheté en 2009 par exemple qu'ils ont forcément fait d'excellentes affaires. Et c'est simplement, il y avait un peu moins d'acheteurs pendant une période sur le marché, donc il y avait des vendeurs qui étaient prêts à descendre un petit peu plus fort leur prix. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu quelques bons coups de fée avec ce confinement. Je sais que j'ai des gens dans mon entourage qui ont négocié des biens au moment du confinement, là, qui étaient en fait en mode négociation avant le confinement et qui du coup ont obtenu des très bonnes affaires parce que les propriétaires ont pris un petit peu peur de ce qui pouvait se passer derrière. Donc il y a peut-être des bonnes aubaines ou des bonnes choses à réaliser. Si tu étais sous compromis, tu peux très bien peut-être utiliser ça. Alors je t'incite pas forcément à renégocier, mais en tout cas poser la question et dire que toi tu as un petit peu peur de l'avenir et que tu as envie que tu voudrais voir si on peut revoir légèrement le prix à la baisse, ça peut être une solution. Ça peut être quelque chose que tu poses comme question. Ça n'empêche pas, dans une négociation, tout est bon à prendre, hein, tout simplement. Et donc ça, c'était la deuxième notion, c'est que tu n'as pas un seul marché, mais des marchés. Donc ça veut dire que si ça se trouve, au niveau national, tu vas avoir 10% de baisse, mais là où toi tu cherches, si ça se trouve, il va y avoir de la hausse. Par exemple, des très beaux quartiers à Paris, c'est pas dit que ça baisse pour autant. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens dans d'autres pays où les économies vont moins bien se passer, par exemple, qui vont vouloir venir investir à Paris pour placer de l'argent, par exemple. Et là, ça pourrait avoir un effet, tu vois, de faire monter les prix. Donc c'est très compliqué de pouvoir dire ça va baisser, ça va monter, parce qu'il y a plein de facteurs en fait qui vont entrer en ligne de compte et il faut suivre ça un petit peu au fur et à mesure. Et bien sûr, je te ferai des retours réguliers sur la chaîne de comment ça évolue en fait par la suite et éventuellement de là où on a des bonnes affaires à faire. Ce qui est important, la troisième notion, et c'est la notion, je dirais, la plus importante, eh bien, c'est tout simplement qu'en fait, ça coûte toujours plus cher de ne pas passer à l'action plutôt que de passer à l'action. En fait, moi, il y a 10 ans en arrière, 10 ans, eh bien, on me disait déjà que le marché immobilier français était trop haut et que il allait y avoir une correction. Et si j'avais écouté ces personnes, eh bien, en fait, je n'aurais jamais investi. C'était pareil, c'est pareil en bourse. Tu as des gens aujourd'hui qui surfent en fait sur ce marché, en fait, sur ce côté effondrement, en fait, effondrement des marchés, effondrement de l'économie, effondrement de tout ce que tu veux. Ça fait peur. Et donc, à partir de là, tu as plein de gens en fait qui font beaucoup d'argent sur ce côté justement effondrement. Et forcément, si je te dis aujourd'hui ça va baisser, un jour ou l'autre j'aurai raison parce que tous les marchés montent et baissent, que ce soit de l'immobilier ou que ce soit de la bourse, que ce soit n'importe quoi, des voitures anciennes de collection, des choses, il y a forcément des cotes qui montent et des cotes qui baissent au fur et à mesure du temps. Ça fait partie de la vie, ça a toujours été comme ça. Et donc forcément, si je te dis, s'il y a 10 ans je te disais il va y avoir un crack immobilier ou un crack sur les marchés obligataires ou les marchés d'actions. Si je te dis ça il y a 10 ans, à un moment, et je te le dis tous les ans, il y a un moment j'aurai raison, tout simplement, puisque à un moment ou à un autre, ça baisse en fait, tout simplement. C'est obligatoire, c'est comme ça, c'est systémique, il y a des crises systémiques qui arrivent. Mais est-ce que cette crise, elle arrive maintenant ? Et est-ce que cette baisse, elle arrive maintenant? Eh ben en fait, j'en sais rien, tu vois. C'est impossible de le prédire parce que les États vont vouloir que l'économie reparte rapidement, donc il va y avoir beaucoup d'argent qui risque d'être mise sur les marchés. Ce qui est sûr, et ce que je peux te dire qui est sûr, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est de faire une inaction, c'est-à-dire de ne pas passer à l'action. Parce que même si aujourd'hui tu passes à l'action avec un marché immobilier qui soit haut et que l'année prochaine ça perd 10, 15 ou 20%, eh bien en réalité tu seras passé à l'action et l'année prochaine en fait tu pourras rembrayer autre chose qui sera encore plus rentable. Mais en réalité cette année, si tu as acheté avec les bons critères, c'est-à-dire que si tu n'as pas acheté n'importe comment, tu auras fait une bonne affaire et ta bonne affaire, elle ne se transformera pas en mauvaise affaire l'année prochaine. La seule chose, c'est qu'il faudra peut-être attendre 2 ans, 3 ans. Si tu avais l'envie de faire un achat-revente, par exemple, il faudra peut-être que tu attendes 2 ans, 3 ans avant de revendre. Concrètement, je t'explique ça parce que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « j'attends, j'attends, j'attends ». Moi, j'avais une affaire en cours. Je vais signer jusqu'au bout et je vais continuer à chercher des bonnes affaires. Évidemment, si le prix baisse, tant mieux,
mais si le prix baisse pas, eh bien j'aurais continué en fait à investir, et si le prix baisse, ce sera juste que mes nouvelles bonnes affaires seront plus intéressantes, tout simplement. Voilà, j'insiste bien sur ce point, mais je trouve que c'est vraiment très important d'en parler parce que souvent on a un petit peu l'effet inverse dans notre tête, on a envie d'acheter au meilleur moment, mais en réalité c'est comme dans les marchés financiers, en fait c'est très difficile d'acheter au meilleur moment. Tu vois, par exemple là, l'appartement dans lequel je suis, c'est un appartement que je loue normalement, j'en ai profité, il était disponible là tout de suite, je me suis dit que j'allais te faire une vidéo dedans, et tout simplement cet appartement je l'ai acheté à très bon prix, mais c'était pas la crise en fait, hein. Et ça n'empêche que même si demain le marché baisse de 20%, je serai toujours cohérent en fait sur le prix d'achat auquel je l'ai touché en fait, tout simplement. Et en plus avec tu vois les travaux qui ont été faits dedans, etc. Forcément je resterai largement gagnant. Mais ça, tu vois, tu peux le faire en fait, que ce soit la crise ou que ce soit pas la crise en fait, tout simplement. J'avais envie vraiment de te faire un point sur à la fois ce qui risquait de se passer après, sur comment aborder les choses. Moi, je te conseille vraiment de passer à l'action. C'est en général ce qui marche le mieux pour tout le monde, parce que si tu passes à l'action, que tu as mis du cash de côté, etc., eh bien, les choses se passeront bien. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que si aujourd'hui, pendant cette crise, tu fais partie des victimes de cette crise et que tu vis mal cette crise, c'est parce qu'il y a des choses, et c'est ça les questions qu'il faut te poser, c'est parce qu'il y a des choses que tu n'as peut-être pas tout à fait bien fait auparavant. C'est-à-dire que tu n'as peut-être pas mis suffisamment de côté au bon moment pour ça. Peut-être que justement, tu n'es pas passé à l'action pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, et il ne faut pas attendre qu'il y ait une crise pour se rendre compte de ça. Donc si aujourd'hui c'est difficile pour toi, j'en suis vraiment désolé, et au contraire, je t'invite à justement prendre ça sur toi et te dire voilà quelles sont les actions que je peux faire demain et qui peuvent me permettre justement d'embrayer et de pas me retrouver une nouvelle fois dans cette situation, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre les petits pouces, tout ça comme il faut sur la vidéo, même à la partager si tu as des gens qui se posent beaucoup de questions sur l'avenir. Eh bien tu vois, le message que j'ai passé dans cette vidéo, c'est un message que tu peux leur partager, et je vais te mettre en fait, si tu as envie d'aller plus loin, dans l'écran de fin de cette vidéo, un lien pour aller tout simplement t'inscrire pour les prochaines sessions de formation que l'on organise. C'est des sessions qui sont totalement offertes, qui sont totalement gratuites, donc tu peux cliquer, t'inscrire et tu auras à peu près 3 heures de formation qui te seront offertes, qui te permettront d'avoir toutes les bases pour pouvoir faire de la location courte durée automatisée et profiter pleinement du rebond que l'on va avoir après ce confinement, de ces beaux jours pour la location courte durée automatisée. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!